13 heures, le journal. Bonjour à tous et bienvenue. Voici le sommaire. La 4e journée en Côte d'Ivoire du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan 2019. Le président de la République, Alassane Ouattara, a visité les différents stands d'exposition. Le chef de l'État ivoirien a également remis une cinquantaine de tracteurs à des agriculteurs. Toujours en Côte d'Ivoire, l'axe d'Anané-Zouaounien dans la région ouest bientôt entièrement réhabilité. Les travaux de renforcement ont été lancés le 22 novembre dernier dans la ville de Zouaounien. Coût de cette rénovation, 51,1 milliards de francs CFA. Enfin, la Côte d'Ivoire intègre le prestigieux catalogue des destinations du premier voyagiste mondial, l'Allemand TUI. En Côte d'Ivoire, la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan bat son plein. Il faut préciser que le président de la République, Alassane Ouattara, qui est rentré à Abidjan après une mission en Allemagne puis en France, a visité aujourd'hui le site du Sahara 2019. Le chef de l'État ivoirien a remis une cinquantaine de tracteurs aux agriculteurs. À présent, les impressions du président de la République, Alassane Ouattara, qui a visité les différents stands d'exposition du Sahara 2019, exprime sa satisfaction. Je viens de passer une heure à visiter le Sahara 2019. Je voudrais avant toute chose dire toute ma satisfaction. C'est un événement essentiel. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Et ce que nous voulons maintenant, c'est de passer à la seconde étape. Bien sûr, continuer d'augmenter la production, mais également passer à la transformation de tout ce qui est produit manufacturé. Je suis confiant que tout cela va se dérouler avec les autres ministres compétents. En tout cas, je voudrais dire à mes frères Adjoumani et Dosso que c'est un moment important pour notre pays. Cela montre le bond exceptionnel que nous avons fait au cours de ces dernières années. Je sais que tout cela va continuer avec beaucoup plus de participation dans les années futures, bien que la participation déjà est la plus importante depuis que ce salon existe, depuis 5 ans. Un concours pour les start-up africaines participant à la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Ces structures vont présenter leurs projets pour développer une agriculture intelligente en Afrique. Les explications de Nadia Edja. Un hackathon, en d'autres termes, un marathon pour présenter des technologies innovantes grâce au digital. C'est à cet exercice que vont se soumettre 19 agripreneurs du continent africain durant 2 jours à l'occasion de ce concours dénommé Green Startup Hackathon. Âgés de 18 à 35 ans, ils entendent révolutionner l'agriculture africaine grâce à leur génie. Aujourd'hui, dans nos fermes, il y a assez de mortalité au niveau des poulets, tout ça. Donc nous voulons créer un dispositif automatique et autonome pour pouvoir apporter le réchauffement au niveau des fermes. Nous avons un système de géolocalisation pour les produits périssables que nous transformons automatiquement en épices. Donc nous participons au recyclage des produits vivriers. Pour les initiateurs du concours, participer est déjà une victoire pour ces jeunes. Certains vont gagner, c'est clair, mais franchement, souvent, même d'autres qui n'ont pas gagné ont un vrai potentiel. Et donc, pour moi, c'est qu'un début. On comprend que cet exercice-là aussi est une richesse. Les contacts qu'ils vont faire, les échanges qu'ils vont faire, l'apprentissage qu'ils vont faire, ils seront tous gagnants. Un concours bien à sa place à cet événement dont l'objectif premier est de fournir des solutions pour une agriculture intelligente en Afrique. C'est un concours qui permet de déceler des talents dans le domaine agricole et qui œuvre pour la transformation de nos produits au niveau d'abord local et ensuite aussi qui permet, dans le cadre de e-agricole, d'avoir une idée nette de tout ce qui se passe dans le monde agricole. Au nom du Premier ministre, le ministre des Eaux et Forêts a ouvert la compétition avec des encouragements à l'endroit des candidats. Cette édition s'ouvre au moment où l'agriculture dans son ensemble fait face à de nombreux défis liés au changement climatique,
à une baisse de la productivité et à la recherche de débouchés. À travers toutes les applications issues de ce concours, nous voulons une agriculture résiliente au changement climatique, cohabitant de façon harmonieuse avec un couvert forestier en accroissement. Et Green Startup Hackathon existe depuis 4 ans en France et est à sa première édition sur le continent africain. On faisait le point avec Nadia Edja et Jean-Jacques Kwame-Ala. Cette découverte attire beaucoup l'attention lors du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan 2019. Il s'agit de l'élevage hors sol, élevage pour lequel tous les aliments sont achetés à l'extérieur de l'exploitation. On en parle avec Jean-Louis Gbangbo. C'est au bout de cette piste cahoteuse, à 8 km de Grand Bassam, que Mamadou Traoré a installé sa ferme de poulet de chair. C'est quoi le point de la situation actuellement? Tout va bien. D'accord. Pas grand-chose à se faire. D'accord. Vous avez fait les livraisons de ce matin? Ce diplômé en commerce et marketing, au cadre dans une entreprise de solutions agricoles, a tout plaqué pour vivre son rêve, l'élevage de volailles. Depuis 3 ans, Mamadou est propriétaire de cette ferme. Ça, c'est l'aliment croissance. Hein? D'accord. Les grains sont un peu plus gros. Et puis, voilà. Ils sont granivores, donc ils vont bien à D'accord, d'accord. Ok, super. Une ferme pas comme les autres. Couramment, les gens parlent d'élevage en cage. Il y en a qui parlent d'élevage en batterie. Donc, c'est un style d'élevage qui minimise l'espace utilisé pour maximiser la production. Voilà. Donc, ici, ce bâtiment, par exemple, principal, lorsqu'il est rempli, nous sommes à 1000 sujets. 1000 sujets sur une superficie de 5 mètres sur 9. Donc, ça fait à peu près 45 mètres carrés. Au sol, pour avoir la même capacité de production, il faut aller au-delà. Il faut aller jusqu'à 100 mètres carrés. Issu d'une technologie allemande, l'élevage que pratique Mamadou est l'équivalent de l'agriculture hors sol. Il en est l'un des précurseurs en Côte d'Ivoire. Les poulets ici ne sont pas dans leur fiente, comme au sol. Donc vous voyez, on a des plateaux ici pour récupérer les fientes des poulets. C'est ça l'avantage. Et nous, ici, pour maximiser la propreté, on a un nettoyage quotidien. C'est ce qui fait que vous n'avez pas d'odeur sur la ferme. Vous voyez, le système, il est carrément automatisé. Vous avez un bac d'eau qui est là, qui approvisionne des tuyaux, et vous avez les poulets qui vont boire à travers de petits appareils qu'on appelle des pipettes. Dès qu'ils touchent, l'eau descend. Une fois qu'ils laissent, l'eau s'arrête. Une technique qui séduit plus d'un. À commencer par Richard Kwame, responsable technique de la ferme. Après ma formation à l'INP, nous l'avons pratiqué, nous avons fait des recherches là-dessus. C'est ce qui m'a poussé même d'ailleurs à venir ici, parce qu'on avait vu de très bons résultats là-bas. Et quand j'ai découvert cela, j'ai dit, bon, paf, pourquoi ne pas y aller pour essayer de relancer plus encore l'activité. Nous faisons cette prestation effectivement pour des particuliers qui ont compris la nécessité, n'est-ce pas, de migrer de la forme traditionnelle, je dirais, la forme au sol, vers la nouvelle technologie, donc de migrer de la forme au sol en cage. Nous faisons effectivement des installations pour ces particuliers-là. Nous équipons aussi des écoles de formation parce que, selon notre lecture, d'ici quelques années, ce système-là sera très incontournable. Donc, autant former nos étudiants dès maintenant, n'est-ce pas, à produire dans ce système pour ne pas qu'ils soient dépassés. La ferme emploie 9 personnes et produit en moyenne 6000 poulets sur une surface de 165 mètres carrés. Ses clients sont aussi bien à Grand Bassam qu'à Abidjan. Voici 3 mois qu'Olga Kwame s'est engagée avec la ferme de Mamadou. Tu as envoyé combien de poulets? Il y a que c'est gros comme poulet. La restauratrice commande chaque jour 30 poulets. Je suis allée visiter la ferme est propre, les poulets ne mangent pas leurs crottes, les poulets sont bien entretenus. Et puis le poids est correct. Des clients comme Olga, la ferme en possède une vingtaine. Face à l'urbanisation galopante et les espaces pour les fermiers qui se réduisent comme peau de chagrin, l'élevage hors sol tel que pratiqué par Mamadou Traoré apparaît comme une solution salvatrice. Il faudra tout de même consentir un investissement conséquent que le fermier innovant n'a pas voulu nous révéler. Intéressons-nous à présent aux préparatifs du Congrès postal universel de 2020 à Abidjan. Cette rencontre va permettre aux décideurs postaux du monde entier de façonner l'avenir du secteur postal mondial. Et pour réussir cet événement, le Comité national d'organisation a tenu récemment sa 3e réunion en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Le point avec Cheikh Koné. À 9 mois de la tenue de la 27e édition de l'Union postale universelle UPU à Abidjan, le Comité national d'organisation du Congrès est à pied d'œuvre, avec à sa tête son président, le vice-président de la République.
Plusieurs questions ont été abordées, surtout celles relatives au budget définitif du Congrès. Que les éléments essentiels du budget ont été arrêtés pour ne pas que cela soit donc... mais nous sommes restés de toutes les façons raisonnables à ce sujet. Le plus important, c'est de réussir l'événement. Nous avons passé en revue toutes les diligences qu'il fallait donc adresser et je peux dire avec beaucoup de bonheur que ces diligences ont été identifiées. Tous les acteurs se sont engagés à respecter en tout cas ce qu'ils ont à faire pour que ce congrès soit un grand succès pour notre pays qui est déjà bien positionné au plan diplomatique mais qui va encore une fois le prouver en faisant venir ici l'ensemble des pays, des 192 pays membres. Depuis sa création, l'UPU a organisé 26 congrès dans différents pays membres, dont un seul, précisément, le 10e, sur le continent africain. C'était en Égypte, en 1934. Le 27e congrès mondial représente non seulement pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de l'Ouest et tout le continent africain, une opportunité économique et stratégique exceptionnelle. Ce sont 3000 délégués en provenance de 192 pays qui sont attendus. Un tout autre sujet à présent, c'est parti, les travaux de renforcement de l'axe Danané-Zouaounien dans la région ouest du pays ont été lancés. Cette rénovation de la voirie est estimée à 51,1 milliards de francs CFA. La cérémonie de lancement des travaux s'est déroulée le 22 novembre dernier dans la ville de Zouaounien en présence de plusieurs membres du gouvernement. Francis Boifou. Route Danané-Zouaounien dans la région du Tongpi, longue de 46 km. Elle a été ouverte à la circulation en 1993. 26 ans après, le bitume a cédé sous le poids des véhicules, rendant la voie impraticable. Quand l'on va par exemple à Danané, il faut prendre au moins 5 heures du temps avant d'y arriver. Et quand nos femmes sont par exemple malades, pour y arriver à l'hôpital, ça prend du temps. Et souvent, malheureusement, pour les autres, il y a des décès. Quand la route est en un mauvais état, vous voyez les braqueurs en profitent pour attaquer les gens. Dans 24 mois, la voie Danané-Zouaounien sera entièrement réhabilitée par une entreprise chinoise pour mettre fin aux souffrances des populations. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kouakou a officiellement lancé les travaux à Zouaounien. Le projet donc entre Danané et Zouaounien va coûter 19,2 milliards de francs CFA TTC. La structure de chaussée prévue pour ces travaux aura une durée de vie de 15 ans si les entretiens sont correctement assurés. À l'occasion de ce projet, le Premier ministre a autorisé qu'il y ait 5 km de bitume qui soient faits ici à Zouaounien et 5 km à Danané. Je voudrais simplement ici traduire toute la gratitude des populations de Zouaounien à l'endroit du chef de l'État, du Premier ministre. Merci au Président pour la confiance qu'il place en nous, tant au plan de l'État qu'au plan politique. Le renforcement de la voie Danané-Zouaounien va faciliter l'évacuation des productions agricoles et surtout améliorer les conditions de transport des populations. Et ce n'est pas tout. Le Premier ministre a autorisé que les travaux entre Zouaounien et tout le Pleu soient réalisés. Actuellement, les travaux sont en cours entre Danané et la frontière de la Guinée. Le tronçon est long de 48 km. Il y a 36 km qui ont été déjà réalisés. Il ne reste que 12 km pour atteindre donc la frontière de la Guinée. Je peux vous annoncer que le Premier ministre a donné son accord pour que la route Biankouma-Sipilou soit aussi bitumée, que le tronçon qui mène à Bonnet soit aussi bitumé. Par ces travaux de réhabilitation de voirie, le gouvernement veut intensifier les activités économiques dans la région du Tongpi. D'autres axes vont également bénéficier de travaux de réhabilitation, notamment les routes Bonguera, Kondossou, Satama, Sokura. Cette rénovation de la voirie va améliorer les performances économiques de ces 4 localités. Kwadio Kwame de RTI Bouaké.
Zone agricole par excellence, l'arrière-pays de Mbayakro est confronté à d'énormes difficultés dues au mauvais état des pistes villageoises. Toutes choses qui rendent pénible la circulation des personnes et l'évacuation des produits agricoles. Le lancement des travaux de reprofilage des routes Bonguera, Kondossou, Satamasokura vient à son heure pour soulager les populations et améliorer les performances économiques des localités concernées. Le président de la République, qui attache un grand prix à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, a décidé un vaste programme d'entretien de nos routes. Et les routes du département de Mbayakro ne sont pas en reste de cette dynamique. Le reprofilage prend en compte les tronçons Mbayakro-Bonguera, Mbayakro-Nzi, Totokro-Mbayakro, Dadiekro-Bonguera, Adiyapikro-Dadiekro. Au nom des populations de Bonguera à Kondossou, l'honorable Kwasi Yao Bernard a remercié le président de la République pour cet acte de portée sociale et économique et souhaite un pont sur le Mbé sans lequel les écoliers sont obligés de briller par leur absence en période de crue. Une visite sur le site des travaux a mis fin à la cérémonie de lancement. Dans l'actualité nationale également, la toute première pompe hybride villageoise livrée récemment à Kofi Kokorekro dans la région sud, et cela après 3 mois d'expérimentation de nouveaux systèmes d'alimentation en eau potable dans la zone rurale. Cette initiative, faut-il le préciser, s'inscrit dans le programme social du gouvernement 2019-2020. Géoffroy Okambawa. Kofi Kokorekro est un village situé dans la sous-préfecture d'Adaou. Nous sommes dans la région du Sud Komoé. Sylvain est un natif de ce village. Pour lui, s'approvisionner en eau potable à travers cette pompe à motricité humaine est une corvée. C'est bien d'avoir de l'eau, mais venir pomper là, c'est fatigant. Les femmes angoissées, les enfants, en tout cas, mal le corps partout. En quittant au champ, venir pomper l'eau pour avoir même un seau d'eau, même pour voir, vraiment c'est fatigant. Pour réduire cette pénibilité du pompage de l'eau potable, le ministère de l'Hydraulique a décidé de remplacer progressivement les pompes à motricité humaine par des pompes hybrides constituées de 2 systèmes. Il s'agit de la traditionnelle pompe à motricité humaine couplée d'une pompe solaire et d'un réservoir. Après la phase expérimentale, ce nouveau système d'alimentation en eau potable est livré aux populations de ce village. Avant, on pompait avec pied. Mais maintenant, on a citerne, on ne pompe plus. On vient là qu'on veut, on vient, on trouve l'eau. On se met à 2 ou à 3 sur la pédale pour pomper. Et au bout de 2-3 semaines, 1 mois, les segments sont cassés, les joints sont brisés, les clapets sont gâtés. Et c'est tout le temps des réparations à ne pas finir. Je dirais que cette pompe peut être vulgarisée. C'est nous que nous utilisons et elle est vraiment fiable. Elle est rapide. Nos femmes font plus d'efforts. Selon le ministre de l'Hydraulique, la mise en œuvre de ce projet permettra à terme la réhabilitation et la reconversion de 1000 points d'eau avec des pompes hybrides sur l'ensemble du territoire national. Pour que les populations aient de l'eau de manière permanente en milieu rural, il faut régler le problème de la maintenance des pompes et il faut régler le problème de la pénibilité des femmes et il faut régler le problème de la contribution des populations à la maintenance de ces pompes-là. Il n'y aura plus de pénibilité pour les femmes, les jeunes filles ne seront plus à la corvée de l'eau, elles vont aller à l'école. Cette révolution d'alimentation en eau potable en zone rurale, qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement, devra impacter environ 500 000 personnes en Côte d'Ivoire. Et cette liesse des femmes de Kofi Kokorekro exprime la portée de cette infrastructure qui vient améliorer leurs conditions de vie. Voilà, restons dans la région sud du pays où le Conseil régional du Sud Komoé veut réduire la pauvreté et améliorer le bien-être des populations. Les autorités ont donc lancé il y a quelques jours un projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes et promotion de l'économie verte. Le point avec Franck Quadio.
Grand Bassam, un atelier de production de chocolat bio inauguré par le président du conseil régional, Aka Aoulé, est accompagné par l'ambassadeur de l'Union européenne à Abidjan, Jost van Kirchmann, et du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka Seka. La délégation visite ensuite cet atelier d'électricité, des sites de démonstration, formation dans les secteurs liés à l'économie verte. Ici, l'apprentissage s'articule autour de l'énergie solaire. Ça nous a permis de connaître sur le marché aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs qualités. Donc si nous sommes en face d'un client, on sait comment l'orienter. Plusieurs sites de ce type inscrits au projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes, projet qui active aussi la promotion de l'économie verte et circulaire dans le Sud Komwe. Une initiative du conseil régional du Sud Komwe débutée en mars, dure 3 ans. D'un montant de 480 millions. 5 000 francs cofinancés par l'Union européenne et la région du Sud Komwe. Ce projet prévoit donc soutenir 2000 jeunes, dont 750 jeunes à insérer pour l'auto-emploi, 250 jeunes à insérer pour l'emploi salarié et 1000 jeunes dont l'emploi est à consolider par un renforcement de capacité, c'est-à-dire par des salles de formation sur les sites de démonstration. D'autres pour l'emploi salarié autour d'activités réduisant les risques environnementaux ou dans le cadre de l'économie circulaire, c'est-à-dire la transformation des déchets en matières premières. Ce projet prend fin en février 2022. 17 sous-préfectures de la région du Sud Komwe sont concernées. Toujours en Côte d'Ivoire, la journée internationale de l'étudiant 2019, célébrée le 21 novembre dernier à l'université virtuelle de Cocody. Thème retenu, le numérique, une opportunité de formation et d'insertion professionnelle pour les étudiants. Cet exercice entre dans le cadre de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Environ 60 éléments des forces spéciales ivoiriennes et américaines ont pris part il y a quelques jours à un entraînement militaire. C'était à Lomo Nord, village situé dans la région centre du pays. Les détails avec Abou Sanogo. Les forces spéciales ivoiriennes et américaines se forment à un exercice conjoint combiné sur les sites de Lomo Nord, dans le département de Toumoudi et de Ndotré à Abidjan. 45 jours d'entraînement et de partage d'expérience au tir, au fusil et au pistolet, à la tactique, à la planification et au renseignement au profit des 40 soldats de forces spéciales ivoiriennes avec 12 formateurs américains du détachement A3325 des forces spéciales américaines. Une formation qui vise à renforcer les liens entre les pays partenaires et à accroître leur capacité de planification et d'exécution des missions des forces spéciales. Vous êtes des forces spéciales. Vous jouissez déjà d'une très belle réputation et nous osons croire qu'avec ce que vous venez d'acquérir comme compétences supplémentaires, vous pourrez traquer l'ennemi, le débusquer et le mettre hors d'état de nuire. Ces missions d'entraînement appelées G7 constituent un cadre idéal d'échange et de partage de connaissances qui permettent de renforcer les acquis opérationnels des pays participants. Une occasion pour les forces armées de Côte d'Ivoire d'accentuer leur coopération avec les États-Unis d'Amérique en matière de lutte contre les nouvelles menaces sécuritaires sur le continent africain. Je vous l'annonçais dans les titres, la Côte d'Ivoire a intégré le prestigieux catalogue des destinations du premier voyagiste mondial, l'Allemand TUI, et cela 20 ans après la dernière inscription de la destination Côte d'Ivoire chez un tour opérateur de renommée mondiale. À noter que ce nouveau statut ivoirien va créer de nombreuses opportunités d'affaires et d'emploi pour les acteurs du secteur. Il aura fallu 6 années d'intenses négociations et de diplomatie sur l'échiquier mondial du tourisme pour arracher ce bel exploit de la Côte d'Ivoire chez le premier voyagiste mondial, l'Allemand TUI. Un pas important qui marque l'intérêt des tours opérateurs mondiaux pour la destination Côte d'Ivoire, après des années d'incertitude. Pour l'agence de promotion du tourisme qui a mené de bout en bout le projet, c'est inédit. Vous savez, nous avons souffert, mais parce qu'effectivement, il y avait des blocages. Les blocages sont levés petit à petit avec la contribution des uns et des autres pour favoriser l'image de la Côte d'Ivoire. Un voyagiste, si vous n'êtes pas chez lui dans ses catalogues, personne ne parlera de vous. Beaucoup de gens qui ignorent
que lorsque vous n'êtes pas inscrit sur un voyagiste, donc vous ne figurez pas dans leur catalogue, vous ne pouvez pas vendre votre destination à l'étranger. Donc le travail, ça a été d'abord de faire en sorte que nous soyons inscrits comme une destination de choix, avec plusieurs thématiques. Pour sa première offre touristique, le géant voyagiste a conçu le circuit sur la route du cacao. Quoi de plus normal? La Côte d'Ivoire est le premier producteur avec 60% de la production mondiale. Un circuit qui offrira la possibilité aux touristes étrangers de découvrir les potentialités du cacao ivoirien, mais au-delà, tous les atouts économiques et culturels du pays. Les villes d'Abidjan, de Yamoussoukro, Soubré, Grand Bérébi et San Pedro ont été retenues pour le circuit. Aujourd'hui, nous sommes heureux à double titre. C'est que les Américains ont considéré, avec le travail acharné de la Première Dame, que nous sommes dans la ligne droite de progression pour éradiquer le travail des enfants dans nos plantations. Mais l'occasion a été bien donnée à TUI de ressortir notre dossier et de dire que si la destination est viable dans ce sens-là, vu le travail des autorités ivoiriennes, nous pouvons considérer votre offre et mettre en place ce circuit cacao. Un tour opérateur est un organisme chargé d'assembler à travers un package plusieurs prestations de ses fournisseurs, que sont les compagnies aériennes, les agences de voyage, les hôteliers, les autocaristes, les restaurateurs et les guides. La dernière fois qu'a figuré la destination Côte d'Ivoire dans l'offre touristique d'un tour opérateur date de 20 ans. Aujourd'hui, la faillite du voyagiste Thomas Cook a redessiné la cartographie touristique à travers le monde avec de nouvelles destinations prisées, comme la Côte d'Ivoire. L'arrivée du voyagiste allemand au bord de la lagune ébriée va certainement aiguiser l'appétit d'autres tours opérateurs. Et je pense que c'est une opportunité que nous, les opérateurs ivoiriens, on doit attraper. Parce qu'une seule agence ne pourra pas satisfaire tous ses clients. Donc c'est de se mettre ensemble et donner encore d'autres packages. Les actions de promotion du tourisme ivoirien à l'international ont porté leurs fruits avec l'arrivée du géant voyagiste. Reste donc aux opérateurs du secteur de jouer pleinement leur partition en proposant des offres touristiques attrayantes pour maximiser cette opportunité. Un reportage de Cheikh Koné. À présent, cet acte généreux des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. L'AMC a offert récemment une maison à la famille de Ibrahim Bredji, l'imam de la maison d'arrêt d'Abidjan, décédé il y a 2 ans. Cette résidence est située à Anyama, dans la région sud du pays. Bintou Pekele et Koné Pargassoro. Mon seul regret est de n'avoir pas pu laisser un toit à ma famille, disait Feu Imam Bredji au soir de sa vie. 2 ans après son décès, ce regret de l'homme de Dieu, devenu une réalité grâce à l'amicale des anciens de l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, 3A. Que d'émotions pour la famille Bredji. Les mots sont très faibles à traduire ce que nous ressentons là maintenant. Et la famille, par ma voix, tenait à remercier vraiment pour cette grande œuvre-là. La résidence est composée de 3 appartements de 3 pièces pour chacune de ses 3 épouses. D'une valeur de 39 200 000 francs CFA, elle est construite sur la propriété de Feu Imam Bredji. Le montant est plus que ça. Pourquoi? Parce que Bredji lui-même a préfinancé les travaux. Il a acquis le terrain. Ces appartements vont être équipés, entièrement équipés. On ne va pas s'arrêter là. Parmi les donateurs pour la réalisation de cette œuvre sociale, Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, membre des 3A. L'imam Bredji a été celui-là qui s'est sacrifié pour son prochain, qui a apporté l'amour et la générosité à son sommet et qui nous a montré tous que la vie humaine, au fond, n'a pas de sens si on ne sait pas partager et si on ne sait pas se mettre au service des autres. C'est ce qu'il a fait et pour nous qui sommes là, qui avons bénéficié de ses enseignements, qui avons été avec lui au quotidien, c'était au niveau des 3A quasiment un devoir que d'être là et de faire ce petit geste-là à l'endroit de sa famille. Les clés de la résidence Bredji ont été remises à Imam Sekou Silla, représentant le Cheikh Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM, puis à Cheikh Moussa Fassonta, calife général de la Tidjana en Côte d'Ivoire, représentant la famille Bredji. Au nom de la famille, au nom du grand frère de l'imam Bredji, on dit merci
au 3A, merci à l'imam Sekou Sila, merci surtout à Cheikh Aïm Bouakari Fofana. Décédé le 23 février 2017, feu Imam Bredi Ibrahima, l'ami des prisonniers, aura donné sa vie pour les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, par ses prêches et invocations au sein de sa mosquée Al-Tauba, le Repentir. La communauté musulmane ne tarit pas d'éloges pour ses guides religieux qui, de son vivant, a su donner du réconfort à ceux qui en avaient besoin. Pour terminer, rappelons que la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan bat actuellement son plein. Le président de la République, Alassane Ouattara, a visité aujourd'hui le site du Sahara 2019. Le chef de l'État ivoirien a remis une 50aine de tracteurs aux agriculteurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.